Le 28 avril 2024, à 10h03 du matin, un appel parvint au numéro d'urgence. Une femme signala que ses amis et elle, lors d'une promenade en forêt, étaient tombés sur une étrange découverte. Dans des buissons denses, loin des lieux de décharge habituels, ils avaient aperçu plusieurs grands sacs. Cela les a immédiatement alertés. Les sacs étaient disposés comme si quelqu'un les avait laissés là intentionnellement. Sans perdre de temps, le groupe appela la police. Lorsque les premiers agents arrivèrent sur les lieux, ce n'était pas un simple tas d'ordures qui les attendait. Les sacs étaient, comme ils le soupçonnaient, remplis de quelque chose qui n'avait manifestement rien à voir avec des déchets ordinaires. Au départ, les policiers pensèrent qu'il pouvait s'agir des restes de quelque chose jeté sans le soin requis. Mais rapidement, après les avoir ouverts, la situation prit une toute autre tournure. À l'intérieur des sacs se trouvèrent des parties de restes humains. Tout était emballé avec une méticulosité inimaginable, comme si quelqu'un avait délibérément tenté d'effacer les traces et de dissimuler au maximum ses actions. Ce n'était pas une découverte fortuite. Il devint évident que nous étions face à un crime qui exigeait une attention particulière. La police comprit immédiatement qu'il ne s'agissait ni d'un crime ordinaire, ni d'un acte spontané. Les soupçons s'intensifièrent, tout comme les questions. À qui appartenaient ces restes? Et qui aurait pu agir avec une telle minutie? Quel était le but? Et que signifiait tout cela? En examinant les détails, les spécialistes remarquèrent que le démembrement avait été exécuté avec une précision chirurgicale. La méticulosité inhabituelle fit immédiatement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime commun, mais d'une affaire nécessitant une approche plus approfondie. Il ne s'agissait pas d'une personne qui s'était accidentellement retrouvée dans une situation exigeant des mesures brutales. C'était quelqu'un qui comprenait ce qu'il faisait. Mais qui était cette personne? Et pourquoi avait-elle agi précisément ainsi? Les réponses à ces questions n'existaient pas encore. Et c'est exactement à partir de ce moment que l'enquête entra dans une nouvelle phase, plus complexe. 6 semaines avant la macabre découverte, dans une banlieue de Portland, tout était comme d'habitude. Dans l'un des quartiers les plus calmes et les plus beaux, où les maisons se trouvaient à une distance respectable les unes des autres et où les pelouses étaient toujours parfaitement tondues, la famille Miller était un exemple pour tous. La spacieuse maison sur Iron Mountain Boulevard était un ornement de la rue. Et dans leur vie, il n'y avait pas de place pour les secousses. David, un dentiste prospère ayant la réputation d'être l'un des meilleurs spécialistes de la ville, était toujours au centre de l'attention. Ces patients étaient des gens que l'on pourrait qualifier d'élite de la société locale. C'était quelqu'un qui savait parler et gagner la confiance. Sa femme, Sharon, s'était entièrement consacrée à la famille, l'entretien de la maison, l'ordre dans les affaires et la cuisine, où flottait toujours une odeur de pâtisserie fraîche, un style de vie qui fascinait, le couple parfait, la famille parfaite. Tout comme dans un manuel, les voisins ne pouvaient s'empêcher de parler de la merveilleuse vie qu'ils menaient. C'était presque une image publicitaire. Entrez, et vous verrez devant vous le tableau d'une existence paisible et prospère. La famille parfaite, disaient tous ceux qui avaient un jour croisé les Miller dans la rue. Il semblait que toutes leurs disputes et leurs problèmes restaient derrière des portes closes. Derrière leur façade se cachait une famille forte et réussie qui, de l'avis de tous, n'aurait pas pu être confrontée à quelque chose d'aussi terrible et inexplicable. Mais si quelqu'un avait regardé de plus près leur maison, il aurait vu que l'image parfaite ne reflète pas toujours la réalité. Au centre de cette famille se trouvait Olivia, 17 ans, la fierté de ses parents, lauréate de concours de musique, rêvant d'un avenir à Juilliard. Elle était celle en qui ils plaçaient tous leurs espoirs. Olivia n'était pas seulement une jeune fille talentueuse. Elle était l'incarnation du succès que ses parents attendaient tant, avec sa musique, sa persévérance, son grand rêve, faire partie de l'une des académies de musique les plus prestigieuses du monde. Chacune de ses performances était un pas vers un avenir brillant. Elle jouait du violon avec une telle passion que chaque accord semblait être non seulement l'exécution d'une mélodie, mais de tout un destin.
Pour Sharon et David, elle n'était pas seulement une fille, elle était un projet, un objectif pour lequel ils vivaient et travaillaient. Elle devait être admise à Juilliard. Elle devait devenir une violoniste célèbre. Tout dans la vie d'Olivia devait la mener là. Et puis, le 12 mars 2024, ce qu'ils attendaient arriva, une lettre de New York. À première vue, c'était une lettre ordinaire, mais pour Olivia, elle signifiait bien plus. Elle arriva avec le blason de l'un des établissements d'enseignement les plus célèbres du monde. Sharon pouvait à peine contenir ses émotions en ouvrant l'enveloppe. Et quand elle lut que sa fille était acceptée à Juilliard, à ce moment-là, il sembla que le rêve de la famille Miller était devenu réalité. Tout se déroulait comme prévu. Ils avaient atteint le sommet auquel ils aspiraient tant. Pour Olivia, ce fut un triomphe, l'aboutissement de ses efforts et de son travail, sa reconnaissance tant attendue. Mais pour elle, ce n'était pas seulement une victoire. C'était le début de quelque chose de plus grand. Pour Sharon, c'était un moment de fierté, mais en même temps, et de terrible prise de conscience. Sa fille était prête à quitter la maison, à partir dans une autre ville, à commencer une nouvelle vie, et cela signifiait son monde pourrait être détruit. C'était le début d'une grande séparation. Pour la mère, cela ne signifiait pas seulement le succès, mais aussi la perte. La perte de contrôle, la perte de ce lien qu'elle avait si soigneusement construit toutes ces années. Le succès d'Olivia devint le point de départ de quelque chose de plus grand. Le choc de deux mondes, l'un rempli d'espoir et de projets, et l'autre où il n'y avait pas de place pour les déceptions. Le rêve de Juilliard devint non seulement un succès, mais aussi le catalyseur de ces changements qui, à la fin, ne pourraient plus être réversibles. Ce jour-là, le 12 mars, fut décisif. C'était un événement qui mit fin à quelque chose, mais qui ouvrit les portes à quelque chose de terrible. Et ce qui se passerait ensuite, on le saurait un peu plus tard. Le 16 mars 2024, un jour après qu'Olivia aurait dû rentrer à la maison, sa mère Sharon appela le numéro d'urgence. Dans sa voix, on pouvait entendre de l'inquiétude, mais aussi un calme étrange, comme si elle ne comprenait pas encore elle-même ce qui s'était passé. « Ma fille n'est pas rentrée à la maison. » C'est exactement ce qu'elle dit en signalant la disparition. Pour n'importe quelle mère, cela aurait pu être un simple signe d'alarme. Mais pour Sharon, cet appel devint le début de quelque chose de bien plus terrible. La police envoya immédiatement une patrouille pour enquête. Formellement, il s'agissait d'un cas ordinaire de disparition, un incident typique qui parvient à la police chaque semaine. Cependant, dès cette étape, l'enquête commença à remarquer quelque chose d'étrange. Olivia n'était pas rentrée à la maison, mais sa disparition ne semblait pas fortuite. En apparence, tout ressemblait à une dispute typique d'adolescente. Mais la version initiale des événements commença bientôt à vaciller. Pourquoi sa mère ne montrait-elle pas d'inquiétude particulière ? Pourquoi les mots de Sharon sonnaient-ils si uniformes, sans hystérie, sans ce qui serait caractéristique d'un parent dans une telle situation ? La police se rendit immédiatement à la maison des Miller pour effectuer une première inspection. Et c'est là que les premières contradictions commencèrent. La chambre d'Olivia paraissait presque vide. À première vue, on aurait dit qu'elle était simplement partie, mais les détails ne correspondaient en pas. Le lit n'était pas fait, ce qui pouvait signifier que la jeune fille n'avait pas l'intention de rester. La fenêtre était ouverte, comme si elle avait pu sortir par là. Cependant, malgré cela, toutes ses affaires étaient à leur place. Le violon, qui était toujours dans le coin de la chambre, les manuels, l'ordinateur, tout était resté intact. Ces contradictions mirent les enquêteurs dans une impasse. Fenêtre ouverte signifie possiblement une fugue. Mais toutes les affaires en place signifient elle ne prévoyait pas de partir. Tout cela créa une tension dans l'enquête et les policiers commencèrent à chercher des explications possibles. Sharon, étrangement, était sûre que la disparition de sa fille était liée à son petit ami
Caleb. Il était le dernier à avoir vu Olivia avant sa disparition. Un conflit avait récemment eu lieu entre eux, et encore plus étrange, Caleb lui-même, comme on le découvrit, ne donna pas de réponse claire à la question de savoir où il se trouvait cette nuit-là. Tout cela rendit Sharon certaine de sa culpabilité. Pour elle, il ne semblait y avoir aucune autre option. Les paroles de la mère devinrent le motif principal des étapes suivantes de l'enquête. Sur la base de ces déclarations, la police se concentra sur Caleb. Tout indiquait que c'était précisément le conflit avec lui qui pouvait être la cause de la disparition d'Olivia. Il n'y avait pas de preuves, mais la motivation était claire. Les enquêteurs se concentrèrent sur le petit ami comme principal suspect. La police émit un mandat pour interroger Caleb et ce jeune homme devint désormais le principal objet d'attention. Ainsi, l'enquête suivit le chemin prédéterminé. Les indices n'étaient pas encore en main, mais l'hypothèse concernant Caleb semblait logique. Cependant, ce n'était que la première étape. Plus tard, l'enquête devrait découvrir à quel point ces accusations étaient plausibles et comment l'affaire se terminerait réellement. Lorsque Caleb fut emmené au poste pour interrogatoire, son comportement attira immédiatement l'attention. Il était nerveux. Ce n'était pas rare pour une personne se trouvant dans une telle situation, mais quelque chose dans sa manière d'agir éveilla des doutes. Il ne pouvait pas s'asseoir tranquillement, rajustait constamment ses vêtements. Ses mains tremblaient fréquemment, comme s'il essayait de cacher quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Tout cela fut consigné dans le procès-verbal, et chacune de ses paroles paraissait de plus en plus confuse. Lorsque les inspecteurs commencèrent à poser des questions, ses réponses devinrent de moins en moins sûres, et à certaines, il ne pouvait donner aucune réponse claire. Ce n'était plus seulement de la nervosité, mais un désir évident de dissimuler quelque chose d'important. Caleb confirma qu'une dispute avait bien eu lieu entre Olivia et lui, mais il affirma que c'était un conflit ordinaire, comme il en arrive dans les relations. Il déclara qu'il ne l'avait pas vue depuis le jour de leur dispute. Mais si tout avait été si simple, pourquoi était-il si nerveux ? Pourquoi son comportement ne correspondait-il pas à celui d'une personne qui était réellement innocente et s'inquiétait simplement de la disparition de sa petite amie ? Ces questions restèrent sans réponse. Lorsque les inspecteurs commencèrent à creuser les détails, l'un d'eux demanda sur quoi portait leur dernier message échangé avec Olivia. À cette question, Caleb répondit évasivement « Je ne me souviens pas exactement ». Sa tentative d'éviter une réponse directe semblait suspecte. Normalement, les personnes qui n'ont rien à cacher peuvent se souvenir sans problème de quoi il était question dans leur dernière correspondance. Mais pour Caleb, il était difficile de révéler même le contenu général de leur conversation. Cela ajouta un autre élément à son comportement déjà étrange. Plus ses réponses ne coïncidaient pas avec la logique, plus le regard méfiant de l'enquête se renforçait. Après ces réponses évasives, les inspecteurs décidèrent de vérifier son téléphone. Et c'est là qu'un détail important fut découvert. La correspondance avec Olivia avait été complètement supprimée. Non seulement des messages séparés avaient été effacés, mais tout l'historique de leur communication avait disparu. Caleb tenta d'expliquer cela par une défaillance technique ou une erreur accidentelle, mais le fait demeurait. C'était une démarche visant à la destruction d'informations. Une telle action pouvait précisément indiquer qu'une personne tentait de dissimuler des indices importants qui auraient pu changer le cours de l'enquête. La suppression des messages devint une preuve significative. Cette action ne laissait aucun doute sur le fait que Caleb tentait de cacher quelque chose. Il était important de comprendre qu'il aurait pu facilement préserver ces données s'il n'y avait pas eu de raison de les supprimer. Après tout, la correspondance aurait pu aider à découvrir ce qui s'était réellement passé ce jour-là et pourquoi Olivia n'était pas rentrée chez elle. La suppression de telles données ressemblait à une tentative de détruire des traces et de ne pas laisser la police connaître la vérité. L'enquête ne pouvait ignorer ce fait. La suppression de la correspondance devint un signe évident que Caleb n'était pas seulement nerveux et contrarié, mais qu'il pouvait avoir un lien avec la disparition d'Olivia. Après cela, les enquêteurs n'eurent plus de doute. Il était le principal suspect. Il avait un mobile, la dispute avec Olivia, et maintenant il détruisait des preuves,
ce qui était également une circonstance aggravante. Tout cela indiquait que Caleb était impliqué dans les événements qui ont mené à la disparition d'Olivia. La décision de l'enquête était évidente. Après l'examen du téléphone et l'analyse de son comportement, Caleb devint le principal et unique suspect. Ses actions, sa nervosité et ses tentatives de dissimuler des informations ne laissaient aucun doute. La police n'avait pas d'autres suspects et la tâche de l'enquête consistait désormais à rassembler suffisamment de preuves pour une inculpation. Il ne leur restait plus qu'à découvrir ce qui était arrivé à Olivia et comment Caleb était lié à sa disparition. Mais pour l'instant, toutes les informations ne pointaient que vers lui. La question qui se posait à l'enquête était simple, mais décisive. Où se trouvait Caleb la nuit de la disparition d'Olivia? Pour la police, l'absence d'alibi est presque une sentence, et ce fait était d'une importance capitale pour l'enquête. Pour prouver son innocence, le suspect devait présenter une preuve irréfutable qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime. Dans le cas de Caleb, de telles preuves n'existaient pas. Lorsqu'on lui demanda où il se trouvait cette nuit-là, il répondit qu'il était seul à la maison, à jouer à des jeux vidéo. Au début, cela semblait plausible. Beaucoup de gens, surtout les jeunes, passant souvent des soirées seuls à jouer. Mais voici le problème. Caleb ne pouvait présenter aucun témoin pour confirmer ses dires. Il était seul, et cela seul créait déjà une vulnérabilité. L'alibi était faible, et sans témoin, ses affirmations ne pouvaient être vérifiées. L'enquête comprit qu'elle était confrontée à un problème. Sans preuve de son innocence, Caleb restait le principal suspect. La police décida de vérifier ses dires en utilisant les données de localisation de son téléphone. C'est une pratique standard lorsque l'alibi n'est pas confirmé par d'autres moyens. Le téléphone, en tant que source de données, pourrait fournir des informations qui confirmeraient ses paroles ou prouveraient leur fausseté. Les données de l'opérateur mobile suffisaient à montrer où se trouvait le téléphone au moment de l'activité nocturne présumée de Caleb. Les résultats se sont avérés intéressants. Le téléphone se trouvait effectivement dans la zone de sa maison cette nuit-là. Cela confirmait son affirmation selon laquelle il n'avait pas quitté le territoire. Il semblait que Caleb pouvait se justifier. Un indice qui, à première vue, jouait en sa faveur, indépendamment de tout le reste. Mais il y avait une nuance que personne ne pouvait ignorer. Le problème était que les données sur la localisation du téléphone ne disaient rien sur le fait que Caleb était réellement à la maison. Il aurait pu simplement laisser le téléphone à un endroit et se trouver lui-même ailleurs à ce moment-là. Cela créait un doute sérieux sur la fiabilité des données. Le fait que le téléphone se trouvait près de la maison ne prouvait pas que Caleb n'avait pas quitté le territoire. Ainsi, les informations sur la localisation du téléphone n'ont éclairci aucun des détails importants. Elles n'ont pas résolu la question clé. Caleb était-il vraiment à la maison ? Ou avait-il simplement laissé le téléphone sur place pendant qu'il quittait lui-même la maison? La tension continuait de monter. L'enquête ne pouvait pas s'appuyer sur ces informations comme preuve d'innocence. Et elle semblait être revenue dans la même impasse d'où elle était partie. C'est exactement pourquoi l'enquête a continué à chercher d'autres preuves. Si l'alibi de Caleb ne pouvait être ni confirmé ni réfuté, alors les enquêteurs devaient chercher d'autres moyens d'obtenir des informations. De toute évidence, les données téléphoniques n'ont pas donné les réponses nécessaires, mais peut-être que d'autres traces numériques pourraient aider à éclaircir le tableau. La décision fut prise. L'enquête délivra un mandat de saisie de tous ces appareils numériques pour une analyse plus approfondie. Cela signifiait que la police avait l'intention de vérifier non seulement son téléphone, mais aussi ses ordinateurs, ses consoles de jeux et tout autre appareil qui pourrait contenir des indices importants. Cette étape était le dernier espoir de l'enquête. Si des preuves susceptibles de faire la lumière sur les événements de cette nuit étaient cachées dans les appareils numériques de Caleb, alors la police avait maintenant une chance de les trouver. Mais à ce moment-là, l'enquête est entrée dans une phase d'attente. Il ne restait plus qu'à attendre les résultats de l'expertise. Caleb restait sous le coup des soupçons. Malgré l'absence de preuves directes, son comportement, son alibi faible et ses explications peu convaincantes
continuait d'éveiller des doutes. Pendant que les experts analysaient ces appareils, l'affaire n'avançait pas. Le temps passait et l'enquête se trouvait dans une situation difficile, car personne ne savait ce qui se cachait dans les traces numériques de Caleb et quelle découverte elle pourrait apporter. Le processus d'analyse ADN du laboratoire a duré plusieurs jours, mais lorsque les résultats sont enfin parvenus à la police, la tension dans l'air était palpable. Il était clair depuis longtemps que les restes trouvés ne pouvaient pas appartenir à n'importe qui. Ils avaient été soigneusement cachés, démembrés avec une telle précision qu'ils pouvaient difficilement être le résultat d'une action fortuite ou spontanée. Mais à qui appartenaient ces restes ? La réponse que tout le monde attendait depuis si longtemps est arrivée sous la forme d'un rapport officiel. La police a commencé à comparer l'ADN avec des échantillons prélevés sur les parents d'Olivia. Ce processus était une procédure standard, mais pour tous les participants à l'enquête, il signifiait quelque chose de plus grand. Un moment qui pourrait confirmer ou réfuter définitivement toutes les suppositions antérieures. À chaque heure, l'attente devenait de plus en plus insupportable. Il n'y avait aucun doute. Tout dépendait maintenant de la concordance des échantillons génétiques. Lorsque les résultats du laboratoire ont été obtenus, ils ont confirmé le pire. Une correspondance à 100%. Les restes trouvés dans la forêt appartenaient à Olivia Miller. Pour la police, ce fut un moment de vérité et pour sa famille, une tragédie incroyable. Le nom de la victime était désormais connu et cela rendait l'affaire encore plus personnelle que jamais. La disparition n'était plus un mystère. L'enquête prenait maintenant une direction complètement différente. Avec la confirmation officielle de l'identité de la victime, l'affaire a été requalifiée de disparition à homicide. Cela signifiait que l'enquête pouvait passer à une toute nouvelle étape, plus sérieuse, avec des conséquences bien plus graves. Le statut de l'enquête a changé, et avec lui est devenue une nouvelle pression. Il fallait maintenant trouver non seulement une personne disparue, mais découvrir qui et pourquoi avait commis un meurtre. Les inspecteurs ont commencé à réexaminer attentivement tous les documents liés aux enquêtes précédentes, et c'est avec de nouvelles informations qu'ils ont commencé à analyser le rapport du médecin légiste. Chaque détail était important. Et maintenant, sachant que les restes trouvés appartenaient réellement à Olivia, les enquêteurs sont revenus aux données déjà connues pour les étudier sous un autre angle. Ils ont examiné attentivement les détails du démembrement. Tout cela semblait trop professionnel, trop froid et calculateur pour être accidentel. Comme on l'a découvert, le corps n'avait pas seulement été caché, il avait été divisé avec une précision que l'on peut normalement attendre de quelqu'un ayant certaines compétences. Ce n'était pas une violence ordinaire, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Et c'est alors que les inspecteurs ont remarqué un détail clé qu'ils n'avaient pas pu évaluer correctement auparavant. Au moment de la première inspection, cela ne semblait pas significatif, mais maintenant tout avait changé. Le démembrement avait été exécuté avec une précision professionnelle. Ce n'était pas simplement de la violence, mais bien une division chirurgicale. Une telle habileté, un tel calme dans le démembrement, ce n'est pas le comportement d'un adolescent impulsif, comme le supposait la version de l'enquête. Cela ne pouvait être l'œuvre que d'une personne très expérimentée, peut-être avec une formation médicale. Trop de questions se posaient autour de ce détail pour simplement l'ignorer. Cette information ne correspondait pas à l'image de Caleb. Le garçon dont tout le monde pensait qu'il pouvait être la cause de la disparition n'était ni calme ni professionnel dans de telles affaires. Il était jeune, impulsif, jaloux. Sa réaction à ce qui s'était passé, sa nervosité et ses réponses évasives ne pouvaient pas correspondre à ce niveau de sang-froid qui avait été démontré lors du démembrement. Alors, un adolescent ordinaire comme Caleb aurait-il pu commettre un tel acte ? De plus en plus de gens ont commencé à douter de la plausibilité de cette version. L'enquête était maintenant confrontée à une nouvelle contradiction. Le profil du tueur, basé sur ses actions, ne correspondait pas au profil du suspect. Caleb pouvait être émotif et même explosif, mais il n'était clairement pas la personne qui aurait pu traiter le corps avec autant de sang-froid et de professionnalisme. Ce détail a remis en question toute la version actuelle de l'enquête. Pour la première fois depuis le début de l'enquête,
La version selon laquelle Caleb était coupable a commencé à se fissurer de toutes parts. L'enquête devait reconsidérer toutes ses conclusions et chercher de nouvelles versions qui pourraient expliquer ce qui était arrivé à Olivia. Ainsi, la nouvelle découverte a remis en question toute la ligne d'enquête, forçant les inspecteurs à chercher de nouvelles pistes et de nouvelles versions. Et ce n'était que le début d'une nouvelle étape de l'enquête. Après que la tragédie fut officiellement connue, Sharon Miller a commencé à donner activement des interviews, participant à des apparitions médiatiques. Pour la plupart des téléspectateurs, son comportement semblait tout à fait normal pour un parent essayant de trouver des réponses et la justice après une perte. C'était le comportement d'une personne souffrant sincèrement, sans déviation particulière de ce qui est accepté dans de telles situations. On pouvait voir de la douleur dans ses yeux et ses paroles sonnaient comme un appel à l'aide. Elle apparaissait devant les caméras en exigeant la justice et en espérant que quelqu'un apporterait les réponses tant attendues sur ce qui était arrivé à sa fille. Cependant, l'un des inspecteurs, qui suivait attentivement tout ce processus, a remarqué quelque chose d'étrange. Il a décrit son comportement comme théâtral. Ce n'était pas une fausseté clairement exprimée, mais de petits détails donnaient l'impression que les émotions de Sharon étaient exacerbées pour le public. Elle souffrait certainement, mais il y avait quelque chose de non naturel dans sa réaction qui ne correspondait pas à la profondeur de la tragédie. Des choses comme sa façon de parler ou des changements brusques d'intonation ont mis l'inspecteur en alerte. Ce n'était pas nécessairement une preuve de culpabilité, mais c'est devenu un motif de réflexion ultérieure. La question qui se posait maintenant aux enquêteurs, à quel point sa peine était-elle réelle et non un jeu pour le public ? N'essayait-elle pas de créer l'image nécessaire pour la caméra afin de susciter plus de compassion et de détourner l'attention d'éventuels motifs cachés ? Cette question est devenue la clé d'une nouvelle étape de l'enquête. Et maintenant, toutes ses actions, même les plus petites, étaient des remises en question. Chacun de ses gestes, chaque mot était désormais évalué du point de vue de ce qui pourrait se cacher derrière cette manifestation extérieure de deuil. L'enquête n'a pas laissé sans attention les appels télévisés de Sharon, faits avant même que l'on sache que le corps d'Olivia avait été identifié. Ces enregistrements ont été soigneusement examinés, et c'était nécessaire pour comprendre comment la mère pouvait se comporter dans un moment d'incertitude. Ce n'était pas seulement une analyse de ses paroles, mais une véritable investigation de son comportement et de sa réaction. La police a commencé à étudier son discours, à chercher les moindres incohérences. Et c'est alors que l'attention des enquêteurs a été attirée par un détail étrange. Dans ses appels, Sharon a utilisé plusieurs fois le passé en parlant de sa fille. C'était absolument inhabituel pour une personne qui espère encore que son proche revienne vivant. Dans de telles situations, les gens parlent normalement des disparus au présent. Elle va revenir. Je l'attends. Mais Sharon parlait comme si elle savait que sa fille ne reviendrait plus. Ce petit marqueur linguistique est devenu un signal d'alarme sérieux pour l'enquête. Un tel choix de temps pouvait indiquer que Sharon avait déjà accepté le fait tragique, malgré l'absence de confirmation officielle. Un tel détail, que la plupart des gens auraient pu simplement ne pas remarquer, est devenu un élément important de l'enquête. Essentiellement, son comportement, ses paroles et sa manière d'exposer ses pensées ne correspondaient pas au comportement d'une personne qui venait de vivre la disparition d'un proche. Cela ne correspondait pas à la façon dont, dans des conditions normales, une mère qui espère le meilleur devrait se comporter. Ce moment a forcé l'enquête à repenser son attitude envers Sharon. Ses actions commençaient maintenant à apparaître sous un autre jour. La conclusion officielle des procès-verbaux d'enquête était claire. Son comportement ne correspondait pas à la façon dont un parent vivant la disparition de son enfant devrait se comporter. C'était un signal sérieux pour les inspecteurs, et ils ont décidé d'aller plus loin en vérifiant sa personnalité et son passé. Et ainsi, l'enquête qui, il y a peu, se concentrait sur Caleb a pris une nouvelle direction. L'attention de l'enquête était désormais dirigée vers Sharon. Sa vie, ses actions, ses relations devaient maintenant être vérifiées au microscope. Car si auparavant elle n'était qu'une mère en deuil, elle s'était maintenant transformée en une personne d'intérêt pour l'enquête. Au moment où la police a décidé de se pencher sur son histoire personnelle, elle n'était plus seulement une victime, mais elle était devenue une suspecte potentielle.
Parallèlement à cela, l'enquête n'a pas oublié le principal suspect, Caleb. Pendant ce temps, l'enquête se déroulait dans deux directions. Une officielle, la recherche du tueur aux compétences particulières, et une officieuse, la vérification de Sharon. Tout cela soulevait de nombreuses questions. Qui était réellement derrière la disparition d'Olivia? Sharon ou Caleb? Une nouvelle étape de l'enquête était sur le point de commencer, et les réponses n'avaient pas encore été trouvées. Lorsque les experts ont terminé l'analyse de l'ordinateur et de la console de jeu de Caleb, l'enquête était prête pour une réponse importante. Pendant plusieurs semaines, les policiers ont attendu avec anxiété ce que cette expertise montrerait, car elle devait soit confirmer définitivement la culpabilité de Caleb, soit dissiper tous les soupçons. La tâche n'était pas simple. Trouver au moins un détail qui pourrait confirmer sa participation à ce qui s'était passé. Les résultats ont été obtenus, et ils sont immédiatement devenus une étape importante de l'enquête. La première découverte majeure, la correspondance restaurée entre Caleb et Olivia. Avant de commencer l'analyse, tout le monde s'attendait à ce que cette correspondance soit remplie de menaces et de conflits qui pourraient nous servir de mobile au crime. Mais la réalité s'est avérée complètement différente. Les messages restaurés ne montraient qu'une dispute d'adolescents ordinaires. Rien de plus. Il n'y avait rien dans la correspondance qui puisse indiquer une possible menace de mort ou l'intention de s'en prendre à quelqu'un. Tout se résumait à un simple malentendu qui aurait pu être facilement résolu pacifiquement. Ainsi, étrangement, cela a écarté l'une des principales versions sur un possible mobile. La question du mobile était maintenant close. Caleb n'était pas la personne qui aurait pu commettre un crime pour cette dispute. Cependant, la question principale restait ouverte, son alibi. Il ne pouvait toujours pas expliquer où il se trouvait au moment où tout cela se passait. Les doutes n'avaient pas disparu, et l'enquête devait aller de l'avant pour répondre à cette question. Par conséquent, les experts ont commencé à vérifier les journaux d'activité de la console de jeu de Caleb, sachant que toute information sur ses actions pourrait être décisive. Ces données pourraient fournir une preuve claire et irréfutable de l'endroit où il se trouvait au moment de la disparition d'Olivia. Les journaux des serveurs, contrairement aux paroles, ne peuvent pas mentir. En fait, cette vérification était une réelle opportunité de révéler toute la situation. Lorsque les experts ont pris connaissance des résultats de l'analyse, ils ont découvert un enregistrement important qui a tout mis en place. Au moment de l'activité présumée de Caleb, lorsque tout se passait avec Olivia, une activité réseau continue de son compte a été enregistrée. Cet enregistrement est resté inchangé pendant plusieurs heures, ce qui indiquait qu'il était à la maison, occupé par des jeux vidéo. Les journaux ont confirmé qu'à ce moment-là, il ne pouvait être nulle part ailleurs qu'à son domicile. Ce fait était devenu décisif. Désormais, avec une certitude de 100%, on pouvait dire que Caleb n'aurait pas pu physiquement être près d'Olivia au moment de sa disparition. Il était à la maison, et son alibi a été confirmé par des données techniques. Caleb, par conséquent, n'était pas impliqué dans le crime. Avec cette découverte, l'enquête a pris un tournant brutal. Toute la piste qui menait à Caleb était maintenant complètement fermée. Tous les soupçons qui s'étaient accumulés au cours des semaines précédentes se sont avérés faux. Il a été innocenté et toutes les accusations portées contre lui ont été retirées. Ce fut un coup dur pour l'enquête. Ils avaient d'ailleurs passé des semaines à vérifier chaque détail, alors que le principal suspect n'était peut-être même pas près des lieux du crime. Des erreurs ont été commises, et du temps a été perdu sur une fausse piste. Et maintenant, l'enquête était confrontée à un nouveau problème. Il n'avait plus un seul indice clé pour avancer. Ainsi, l'affaire est officiellement entrée dans une impasse. Les enquêteurs devaient maintenant recommencer à zéro pour chercher des réponses. Mais la question qui restait devenait de plus en plus préoccupante. Si ce n'était pas Caleb, qui alors pourrait être responsable de tout cela? Et comment allait-il maintenant réussir à trouver le véritable assassin? Après que Caleb a été exclu du cercle des suspects, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Toutes les pistes qui semblaient prometteuses n'avaient mené à rien, et le seul indice qui restait était le rapport du médecin légiste.
C'était le dernier document où les détails les plus importants étaient enregistrés. Pour l'enquête, cela est devenu une sorte de redémarrage, car il revenait à des faits qui pourraient donner de nouvelles réponses. Au centre de l'attention se trouvait à nouveau la phrase qui avait été la base de l'enquête pendant tout ce temps: précision chirurgicale. Les détails du démembrement que le médecin légiste avait noté dans son rapport prenaient maintenant beaucoup plus de poids. Chaque jour, l'enquête se convainquait de plus en plus que ces actions ne pouvaient pas être fortuites. Quelqu'un possédant certaines compétences devait être derrière cela. Et ce fait a de nouveau ramené les enquêteurs à la question. Qui de l'entourage proche aurait pu faire cela? Le premier candidat est devenu le père d'Olivia, David Miller. C'était le seul homme dans l'entourage de la famille qui n'avait pas encore été correctement vérifié. Sa profession, dentiste, a immédiatement attiré l'attention, car une personne avec une telle profession, d'une manière ou d'une autre, devrait être familière avec l'anatomie et posséder éventuellement les compétences nécessaires pour démembrer le corps avec une telle précision. Cela s'est avéré être une hypothèse assez logique, et l'enquête a décidé de vérifier son alibi de plus près. L'alibi de David a été immédiatement vérifié, et il semblait très convaincant. Il se trouvait à une conférence dans un autre État la nuit où le crime a eu lieu. De nombreuses personnes pouvaient confirmer sa présence. À ce moment-là, il semblait que toutes les questions concernant David disparaissaient. Cependant, l'enquête ne pouvait pas simplement clore cette question sans tout vérifier jusqu'au bout. Des factures d'hôtel, des enregistrements de caméras de sécurité, des témoignages ont été demandés. Tout cela confirmait son alibi. Il n'aurait pas pu être sur les lieux du crime à ce moment-là. Les preuves se sont avérées irréfutables. Chaque aspect de son alibi a été confirmé, et pour l'enquête, cette question a été officiellement close. David Miller a été complètement exclu du cercle des suspects. Ce fut une grande déception pour les enquêteurs, car ils étaient presque sûrs que tout pointerait vers lui. C'était une autre confirmation que leur intuition et leur logique les trahissaient. Mais que faire maintenant? Tous les candidats possibles ont été vérifiés et exclus. Les soupçons ne concernaient que ceux de l'entourage proche. L'enquête avait perdu un temps précieux à vérifier des versions erronées. Il semblait qu'ils étaient arrivés à un mur. La seule option était l'aveu du criminel, mais ils n'avaient aucune preuve. À ce moment, l'un des inspecteurs a décidé qu'il fallait suivre la voie de la routine, simplement pour avoir la conscience tranquille. Il a proposé de vérifier les activités financières de Sharon. Ce n'était pas l'étape la plus excitante, mais elle pouvait s'avérer utile. Peut-être que quelque chose dans ses affaires financières ou ses dépenses récentes pourrait donner le bon indice. C'était une mesure d'enquête standard que peu de collègues jugeaient importante. Mais elle pouvait apporter des résultats inattendus. C'est précisément cette étape qui est devenue le tournant. Ce n'était pas le résultat d'une illumination ou d'une nouvelle analyse des preuves, mais simplement d'une vérification bureaucratique qui allait bientôt ouvrir de tout nouveaux horizons à l'enquête. Ce serait le cas où une vérification ordinaire peut révéler quelque chose d'important. L'enquête, se trouvant dans une impasse, a décidé de revenir aux mesures d'enquête standard, la vérification des transactions financières. Pour cela, un relevé de la carte de crédit de Sharon Miller pour le mois de mars a été demandé. À première vue, cela ne semblait pas être quelque chose qui pourrait donner de nouvelles informations. La plupart des transactions étaient ordinaires pour une femme au foyer: achat de nourriture, d'articles ménagers, paiement de services publics. Mais chaque étape pouvait mener à une découverte inattendue, et c'était une chance que les enquêteurs ne pouvaient pas manquer. Et puis, parmi les dépenses courantes, une transaction étrange est apparue sur le relevé. Un achat dans un grand magasin de bricolage, effectué un jour avant la disparition d'Olivia. Au début, cela semblait insignifiant, mais un tel achat a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Que pouvait bien acheter une femme au foyer dans un tel magasin à un moment aussi difficile? Surtout si l'on considère que le jour de la disparition, il n'y avait aucun signe que Sharon se préparait à un grand projet domestique. C'était curieux, mais pas plus que ça, jusqu'à ce que les détails soient inconnus.
Lorsque l'enquête a demandé le détail de l'achat, un nouveau monde troublant s'est ouvert à eux. Dans la liste des marchandises, en plus d'articles courants, il y avait quelque chose de plus suspect. Les 2 premiers articles, des sacs poubelles extra résistants et un grand rouleau de film plastique, ont immédiatement fait réfléchir. Ces articles sont souvent associés à la dissimulation de preuves, ce qui rappelait directement l'image sur laquelle la police avait construit ses hypothèses initiales. Pour la première fois, les articles achetés quelques jours avant la disparition ne semblaient pas être de simples achats fortuits, mais une partie d'une préparation soigneusement pensée. Mais tout ne s'arrêtait pas là. Sur la facture figurait une autre marchandise qui a immédiatement attiré l'attention. Un gallon d'eau de Javel industriel. Cette marchandise a été un véritable choc pour l'enquête. L'eau de Javel est un produit dont une personne ordinaire n'aurait guère besoin pour ses besoins quotidiens. Elle est associée à l'élimination des traces, surtout dans le contexte de la dissimulation de sang. Et maintenant, tout cet achat ressemblait à un kit de destruction de preuves. Ces articles, achetés ensemble, n'avaient aucune explication logique dans la vie ordinaire d'une femme au foyer. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Maintenant, tout était clair. L'achat de ces marchandises en un jour, surtout un jour avant la disparition d'Olivia, témoignait d'une préparation. Ce n'était pas une action impulsive. C'était une étape planifiée à l'avance. Sharon n'achetait pas simplement des articles ménagers. Elle préparait quelque chose de bien plus sérieux. Avec cette découverte, tout s'est assemblé en une image trop logique pour être une coïncidence. À ce stade de l'enquête, les soupçons sur Sharon ont cessé d'être intuitifs et ont commencé à se baser sur des preuves matérielles. Elle n'était plus seulement une mère dont le comportement faisait douter les enquêteurs. L'enquête avait maintenant la première vraie piste qui pointait directement vers sa participation à ce qui s'était passé. Les achats effectués un jour avant la disparition ne pouvaient être rien d'autre qu'une préparation à un crime. Ces nouvelles données ont transformé Sharon de victime en suspecte. L'enquête était maintenant sûre qu'elle pouvait être non seulement témoin de ce qui s'était passé, mais aussi organisatrice. La question était maintenant ailleurs. D'où tenait-elle de telles compétences ? Cela est devenu un nouveau pont vers une plus grande élucidation de l'affaire. L'enquête devait comprendre quelles connaissances et quelle expérience pouvaient expliquer des actions aussi précises. Cela ouvrait la voie à une nouvelle enquête dans laquelle les questions sur les compétences et le passé de Sharon occupaient une place centrale. À première vue, Sharon Miller semblait être une femme au foyer ordinaire. Sa vie était paisible, remplie de soins pour sa famille et son foyer. Mais les données récemment révélées et les achats étranges effectués la veille de la disparition d'Olivia ont forcé l'enquête à se pencher sur son passé. Qui était-elle avant d'épouser David Miller ? Quels aspects cachés de sa vie pourraient expliquer l'ensemble de compétences de qui s'est manifesté dans le démembrement du corps ? Ces questions ne laissaient aucun répit aux enquêteurs, et ils ont décidé que la clé de la solution pourrait se trouver dans son passé. Les inspecteurs ont demandé les archives universitaires, au cas où quelque chose dans le passé de Sharon pourrait expliquer ses connaissances et ses compétences. Bientôt, une réponse de l'Université d'État de l'Oregon est arrivée, et avec elle, des informations choquantes. On a découvert qu'avant de rencontrer David, Sharon portait le nom de jeune fille Adams et étudiait à la faculté de médecine vétérinaire. C'était la première confirmation sérieuse qu'elle avait des connaissances liées à la médecine. Mais ce n'était que le début. Les enquêteurs ont continué à étudier son histoire académique et ont bientôt appris que sa spécialisation était la chirurgie. Sharon avait étudié ce qui exigeait de la précision et des connaissances qui pourraient très bien expliquer la précision chirurgicale des actions du criminel. Mais ce qui s'est avéré encore plus surprenant, elle a abandonné ses études après 2 ans, dès qu'elle a rencontré son futur mari, David. Cette petite circonstance est devenue un maillon important dans la chaîne des preuves. Maintenant, quand tout s'est assemblé, c'est devenu clair. Les compétences que Sharon avait acquises pendant ses études n'auraient sans pas pu être oubliées. La chirurgie, bien que non terminée, a laissé ses traces dans ses connaissances et sa capacité à agir avec une précision qui exigeait non seulement une préparation physique, mais aussi psychologique.
Ses compétences correspondaient parfaitement à l'exécution du démembrement avec une approche aussi froide et calculatrice. Et maintenant, se fait la transformer de mère ordinaire en première candidate au rôle d'organisatrice du crime. Le mobile était clair, la jalousie et la peur de perdre le contrôle. Olivia était une personnalité indépendante qui aspirait à l'autonomie, et son succès en musique et son intention de quitter la maison pour étudier dans une autre ville auraient pu être perçus par Sharon comme une menace pour sa vie et sa relation. Avec son mari, ce n'était pas seulement la peur de perdre sa fille, mais aussi la peur que toute sa vie, le projet « famille parfaite » puisse être détruite. L'enquête pouvait maintenant reconstituer le tableau complet. Mobile, le désir de garder le contrôle sur la vie d'Olivia. Moyen, les achats qui l'ont préparé à commettre le crime. Et compétences uniques, une formation médicale qui lui a donné les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser son plan. Tout cela s'inscrivait maintenant dans une formule unifiée et convaincante. Sur la base des informations obtenues, l'enquête a décidé d'agir. Des documents ont été préparés pour obtenir un mandat de perquisition de la maison des Miller avec l'utilisation de moyens spéciaux. C'était une étape décisive qui non seulement fournirait de nouvelles preuves, mais donnerait également à l'enquête l'accès à des preuves physiques. L'opération se préparait, et le moment était venu où la police devait entrer dans la maison où se cachaient peut-être les dernières pièces de ce terrible puzzle. Le 10 mai 2024, au cœur de l'enquête, une équipe de la police scientifique est entrée dans la maison des Miller. La perquisition avait été autorisée par le tribunal et l'affaire arrivait maintenant au moment où tous les doutes devaient être levés et les faits révélés. Les enquêteurs savaient que s'ils trouvaient ne serait-ce que le plus petit indice, cela pourrait être le tournant qui mènerait à la vérité. Toute l'attention se concentra sur le garage qui, selon les documents de l'affaire, pourrait être l'endroit où les preuves les plus importantes étaient cachées. Le garage était séparé du reste de la maison, ce qui offrait des conditions idéales pour dissimuler les traces du crime. La salle d'interrogatoire au poste restait vide lorsque les agents ont commencé à préparer le matériel pour l'examen. Cependant, après quelques minutes, les techniciens ont sorti du luminol, une substance chimique capable de détecter des traces de sang, même si elles avaient été soigneusement lavées. Le luminol, capable de révéler des traces cachées, est devenu le dernier espoir, et tous les regards des enquêteurs étaient tournés vers la façon dont cet simple instrument réagirait aux surfaces qu'ils examinaient attentivement. Pendant que la perquisition se déroulait dans le garage, un événement non moins tendu se produisait au poste. Sharon et David Miller étaient assis aux tables d'interrogatoire, et leur comportement différait l'un de l'autre. David, vivant tout le poids de ce qui se passait, se justifiait nerveusement, niant avec émotion sa participation et racontant comment il n'arrivait toujours pas à croire à ce qui se passait. Ses paroles sonnaient sincères, mais à chaque mot, il devenait clair qu'il essayait de cacher quelque chose d'important. Au contraire, Sharon était froide et silencieuse. Elle ne répétait qu'une seule chose. « Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. » Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle parole. Elle semblait absolument sûre de son innocence, mais son silence a commencé à éveiller des doutes chez les enquêteurs. Et puis, au moment le plus critique, alors que l'enquête tentait de prendre le contrôle du cours des événements, quelque chose se passa qui changea tout. Un inspecteur entra dans la salle d'interrogatoire et dit quelque chose à voix basse à l'enquêteur principal. Au moment où la conversation était à son paroxysme dans le garage, le sol s'illumina d'une lumière bleue. Le luminol avait découvert des traces de sang lavé. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était la confirmation que quelque chose s'était passé à cet endroit. Il n'y avait plus de doute. Le sang avait été lavé, mais les traces restaient. Parallèlement à cela, dans la salle d'interrogatoire, tout devint encore plus tendu. Sharon, en apprenant cela, ne changea pas de comportement. Elle resta calme, son visage n'exprimant pas la moindre émotion. Pendant tout ce temps, alors que l'enquête tentait de découvrir la vérité, son silence était sa protection. Il était peu probable que quelqu'un ait pu cacher ses sentiments si cela n'avait été qu'une coïncidence. Son silence semblait encore plus menaçant que les paroles de son mari, qui
qui tentait de détourner les soupçons de lui-même. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient maintenant suffisamment d'informations pour passer à l'étape suivante. Un nouveau moment décisif est apparu sur l'écran de leur enquête. Des photographies de la scène du crime, avec le matériel saisi dans le garage, ont été remises directement entre les mains de Sharon. Lorsqu'on lui a présenté ces images, son visage est resté impassible. Elle n'a montré ni signe de culpabilité, ni de peur. Elle les a acceptées silencieusement, ne se permettant même pas une faible réaction. Ce silence en disait bien plus que n'importe quelle réponse. Le lendemain, le 11 mai 2024, Sharon Miller a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là n'était qu'une préparation au dénouement le plus dramatique de l'affaire. L'enquête a achevé une autre étape et maintenant un nouveau chapitre commençait, la lutte pour la justice au tribunal. Dès que l'affaire est arrivée au tribunal, la défense de Sharon a préparé sa version des événements. L'avocat a soutenu que les traces de sang dans le garage auraient pu être une coïncidence, un simple accident domestique sans rapport avec le crime. Cependant, l'accusation avait un atout que la défense ne pouvait pas réfuter si facilement. Pour dissiper définitivement les doutes, les enquêteurs ont compris qu'ils devaient établir un lien direct entre Sharon et l'endroit où les restes avaient été trouvés. C'était important pour la lier à la scène du crime. Pour cela, l'enquête a décidé de se concentrer sur le SUV de Sharon. C'est précisément cette voiture qui pourrait être la clé de la solution. La voiture, comme toute autre voiture moderne, était équipée d'un navigateur GPS qui enregistre précisément tous les déplacements, même si une personne n'en est pas consciente. Les enquêteurs ont saisi sa voiture pour une expertise technique, espérant trouver des données qui pourraient confirmer leurs soupçons. Les résultats de l'expertise sont arrivés rapidement. Dans l'ordinateur de bord de la voiture, un tracker GPS fonctionnel a été trouvé qui enregistrait tous les trajets. C'était une véritable boîte noire qui stockait des données précises sur la localisation de la voiture. Et ces données ont montré, comme prévu, quelque chose d'extrêmement important. Les enquêteurs pouvaient tôt maintenant savoir exactement où se trouvait Sharon dans la nuit du 16 au 17 mars, immédiatement après que l'incident se soit produit. En analysant les données GPS pour ces nuits-là, les policiers ont découvert deux faits qui ne laissaient aucune place au doute. Il s'est avéré qu'au cours de cette période, deux trajets identiques avaient été enregistrés. Dans les deux cas, l'itinéraire de la voiture de Sharon menait de la ville vers l'est, en direction de la forêt nationale de Mount Hood. Ces données coïncidaient absolument avec la géographie du crime, et ce n'était plus une coïncidence. Les traces pointaient vers un seul endroit, la zone du sentier de Salmon River Trail, où les restes ont été trouvés par la suite. L'enquête a maintenant obtenu la preuve à 100% que Sharon se trouvait à l'endroit où le crime a eu lieu. Ces données étaient décisives pour eux, et maintenant le lien entre Sharon et le lieu de dissimulation du crime était établi. Toute la défense avec laquelle elle essayait de se couvrir est devenue impuissante face à une preuve aussi irréfutable. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Pour exclure toute possibilité d'erreur, il a été décidé de vérifier en plus les enregistrements des caméras de surveillance des maisons voisines. Ces enregistrements pourraient leur fournir une confirmation supplémentaire des informations sur les déplacements de Sharon. Et dès qu'ils ont vérifié les caméras des maisons voisines, il est devenu clair. Sur l'une des caméras, la voiture de Sharon a été enregistrée sortant du garage à 2h du matin, le 16 mars. C'est devenu une confirmation visuelle de toute l'histoire avec les données GPS. Maintenant, tout s'emboîtait. Le lien entre le meurtrier et la scène du crime était définitivement prouvé. La défense n'avait pratiquement plus d'arguments pour continuer à prétendre que Sharon n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Toutes les preuves pointaient maintenant vers elle. Cependant, une question importante demeurait. Le mobile. Tout se résumait maintenant à savoir pourquoi elle avait eu recours à des mesures aussi extrêmes. C'était la dernière pièce qui restait à déchiffrer pour comprendre complètement le tableau de ce qui s'était passé. Malgré toutes les preuves, Sharon Miller n'a pas fait d'aveu. Elle a continué à rejeter toute accusation, affirmant n'être impliquée ni dans la disparition, ni dans les événements qui ont suivi. L'accusation n'avait plus qu'une chose à faire,
comprendre ce qui l'avait poussé à des mesures aussi extrêmes. Car prouver comment est une chose, mais pourquoi en est une toute autre. Pour que les jurés soient convaincus de sa culpabilité, il fallait trouver un mobile clair qui expliquerait ses actions. Les enquêteurs, comprenant qu'ils en avaient fini avec les preuves physiques, ont commencé à chercher des réponses dans les affaires d'Olivia, essayant de trouver le moindre indice sur la relation entre la mère et la fille. Correspondances, journaux intimes, vieilles photographies. Tout cela pouvait donner la clé pour comprendre ce qui se passait dans la tête de Sharon. Et c'est alors que, parmi les effets personnels, sous le matelas de sa chambre, un journal intime a été trouvé. Ce journal est devenu une véritable découverte. C'était la voix de la victime parlant d'outre-tombe, la seule possibilité de comprendre ce qui se passait réellement entre la mère et la fille dans les dernières semaines de la vie d'Olivia. Dans le journal étaient bientôt consignées des pensées et des expériences qui n'auraient peut-être jamais été exprimées. Comme s'il parcourait ses notes, les enquêteurs essayaient de reconstituer le tableau de ce qui s'était passé, mais chaque tournant n'ajoutait que plus d'horreur. Après avoir lu des extraits du journal, le procureur a lu l'une des citations les plus frappantes concernant le moment où Olivia a reçu la nouvelle de son admission à Juilliard. Maman a fait une scène à propos de Juilliard. Elle a dit que mon départ était une trahison. Ces mots ont montré à quel point il était douloureux et difficile pour Olivia de décider que sa mère percevait son succès comme une menace. Mais cette note n'était que le début. Des lignes encore plus troublantes suivaient. Parfois, son regard me fait peur. Elle a dit que ce serait mieux si je n'allais nulle part. Jamais. Ces mots sonnaient comme une menace directe. Maintenant, avec le recul, ils prenaient une nouvelle signification. Ce n'était pas seulement la peur de la perte, mais quelque chose de plus profond, un attachement pathologique, un narcissisme qui faisait que la mère percevait chaque pas d'Olivia vers l'indépendance comme une trahison personnelle. Et c'était le mobile principal. La peur de perdre le contrôle, la peur que sa fille la quitte, une peur qui s'est transformée en une véritable psychose. Le journal était maintenant devenu une preuve clé dans cette affaire. Il a fourni un mobile clair pour le crime, qui était aussi important que toutes les autres preuves. Cet artefact, la voix de la victime, a fourni au tribunal ce dont il avait besoin, un mobile pour le crime. Le portrait psychologique de Sharon devenait de plus en plus clair. Ce n'était pas seulement une dispute entre une mère et sa fille. C'était une peur pathologique qui a mené à la destruction. Cette peur était propre à une personnalité narcissique qui ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. Et Olivia, en tant que personnalité brillante avec ses propres ambitions, est devenue une menace pour ce système fragile. Tout ce qui s'est passé a été causé par une jalousie et une peur infondée. L'accusation avait maintenant non seulement des preuves, mais aussi un mobile clairement formulé. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. L'enquête était prête à présenter ses preuves au tribunal. Ils avaient tous les éléments nécessaires, preuves, moyens, compétences, et maintenant, un mobile évident. Cela signifiait que l'affaire approchait de sa fin. Sharon n'était pas seulement une suspecte, elle était coupable, et bientôt ses actions feraient l'objet d'un jugement. Au tribunal, le procureur a présenté aux jurés une reconstitution détaillée des événements qui ont mené à la disparition d'Olivia. C'était une partie importante de l'affaire qui devait rassembler toutes les preuves et les faits en une seule image, permettant de comprendre comment exactement le crime avait été commis. Toutes les étapes, du début à la fin, sont maintenant devenues claires et nettes. La première étape du crime a été l'immobilisation de la victime. Les données de l'analyse toxicologique ont montré que dans les tissus d'Olivia, il y avait des traces de somnifères, ce qui confirmait la version selon laquelle elle avait été privée de conscience avant que quelque chose de terrible ne lui arrive. Sharon l'avait mélangé dans son thé du soir, prévoyant que sa fille s'endormirait et ne pourrait pas offrir de résistance. C'était une étape calculée et soigneusement pensée qui excluait toute possibilité de lutte ou de cri. Tout a été fait silencieusement et discrètement.
Quand Olivia s'est endormie, Sharon a attendu que sa fille soit plongée dans un sommeil profond et l'a étouffée avec un oreiller. Le rapport médical a établi que la cause du décès était l'asphyxie et il n'y avait aucune trace de lutte. Ce moment du crime est devenu particulièrement terrifiant. Le meurtre a été commis en silence, sans laisser de traces de lutte ou de bruit qui auraient pu attirer l'attention. Sharon n'était pas seulement déterminée, mais elle a agi avec un calcul si froid que cela ne laissait aucune place au hasard. Après qu'Olivia a été tuée, Sharon a transporté son corps dans le garage. Elle a utilisé une brouette de jardin pour cela. C'était l'un des détails les plus sinistres et les plus quotidiens du crime. Rien de surnaturel, juste une brouette ordinaire. Mais dans son contexte, elle a acquis une nouvelle signification. Sharon s'est chargée de la partie physique du crime, agissant rapidement et efficacement. Dans le garage, sur un film plastique étendu, Sharon a commencé le démembrement. Les traces de sang et d'eau de javel trouvées par la suite indiquaient directement que cela s'était passé exactement là. Elle avait des connaissances acquises dans le passé lorsqu'elle étudiait la chirurgie vétérinaire. Ses compétences lui ont permis de démembrer le corps avec une précision chirurgicale, sans laisser de traces qui auraient pu la trahir. En apparence, tout ressemblait à un travail ordinaire avec des animaux, mais en réalité, elle utilisait ses connaissances à des fins terribles. Ensuite, pendant 2 nuits, Sharon a transporté les restes dans la forêt, où des parties du corps ont été trouvées par la suite. Cela a été confirmé par les données GPS qui ont montré que sa voiture se dirigeait vers la forêt nationale de Mount Hood, où elle se débarrassait des preuves. Ces données sont devenues la dernière pièce de la reconstitution qui a permis à l'enquête de restaurer complètement la chaîne des événements. Maintenant, les juges, les jurés et les enquêteurs avaient le tableau complet de la façon dont tout s'était passé. La reconstitution des événements a donné la possibilité de comprendre précisément ce qui s'était passé la nuit de la disparition d'Olivia. Toutes les preuves et les faits se sont assemblés en une histoire terrible, et il ne restait plus qu'à présenter cela au tribunal. Au tribunal, le dernier témoignage de la défense a été celui du mari de Sharon, David. Il a cru en son innocence jusqu'à la fin. Il l'a décrite comme une mère aimante, affirmant n'avoir rien remarqué dans le comportement de sa femme. Ces témoignages sont devenus le dernier espoir de la défense. Lorsque le contre-interrogatoire a commencé, le procureur a posé à David une question qui est devenue un piège. « Vous affirmez que votre femme aimait sa fille ?» David a répondu avec confiance « Oui ». Le procureur a continué. « Alors permettez-moi de lire ce que votre fille a écrit sur l'amour de votre femme. » Et il a lu des extraits du journal d'Olivia où elle écrivait sur la peur et sur la façon dont sa mère percevait son succès comme une trahison. À ce moment, David est resté sans voix, a couvert son visage de ses mains et s'est effondré en larmes. Ce moment est devenu le point culminant du procès. David n'a pas pu défendre sa femme de la vérité évidente. Les jurés se sont retirés pour délibérer, ce qui a duré moins de 3 heures. C'était clair. La décision était unanime. Le 10 septembre 2025, Sharon Miller a été reconnue coupable. Le juge a lu la sentence. 2 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Sharon Miller a été condamnée à 2 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès s'est terminé, mais les conséquences pour tous les participants de cette histoire ont continué. Pour elle-même, la vie en prison allait désormais devenir son seul avenir. Le destin de son mari, David, s'est dessiné différemment. Après la lecture de la sentence, David a vendu la maison où sa famille avait vécu pendant tant d'années et a fermé son cabinet dentaire. Ce furent les premiers pas vers un nouveau départ. Il ne pouvait pas rester dans un endroit rempli de souvenirs et de mensonges. Trop de choses étaient liées à cette maison, à cette vie qu'il avait vécue avec Sharon. Il a bientôt déménagé, s'installant dans un autre état et rompant tous les liens avec ceux qui pourraient lui rappeler le passé. La vie de David a été détruite, et il continuait maintenant d'exister dans l'ombre de ce qui s'était passé. Cette histoire est restée presque inconnue du grand public. À la demande des proches de David,
qui cherchait à éviter des traumatismes publics supplémentaires, l'affaire n'a pas reçu une grande couverture dans la presse. Tout s'est passé silencieusement, caché aux yeux de la société. Nous racontons cette histoire maintenant comme une histoire oubliée et cachée, en soulignant sa tragédie et la lutte intérieure de ceux qui sont restés en marge. C'est une histoire que personne n'aurait entendue s'il n'y avait pas eu la détermination de vous la dévoiler un peu. Une question importante est restée sans réponse. David savait-il ce qui se passait? Ou a-t-il été la dernière victime de sa femme? L'enquête n'a pas pu prouver ou réfuter définitivement sa connaissance. Cela est resté sur la conscience de chacun de ceux qui ont été impliqués dans cette tragédie. Était-il complice de ce crime terrible? Ou n'a-t-il simplement pas remarqué ce qui se passait à côté de lui? Cette question restera peut-être sans réponse pour toujours, tout comme toute cette histoire. Quoi qu'il en soit, Sharon passera maintenant le reste de sa vie en prison, et David, quelque part loin de l'endroit qu'il appelait autrefois sa maison. Mais malgré tous ces faits, le véritable prix de cette tragédie qui a détruit leur famille ne peut toujours pas être mesuré. Et c'est peut-être exactement ce qui la rend vraiment terrifiante.